Les artères du monde sont bouchées. Regardez autour de vous. Votre téléphone, vos vêtements, les pièces de votre voiture, et même le café que vous buvez ce matin. Il y a 90% de chances que tous ces objets aient dépassé plusieurs semaines dans une boîte en métal, posée sur un navire grand comme 4 terrains de football au milieu de l'océan. Le transport maritime n'est pas juste un secteur économique, c'est le système sanguin de la mondialisation. C'est ce qui permet à notre monde moderne d'exister. Mais en ce début d'année 2026, ce système invisible et vital est en train de faire un arrêt cardiaque. Pour la première fois de l'histoire, les deux points de passage les plus stratégiques de la planète, le canal de Panama et le canal de Suez, sont simultanément dysfonctionnels. L'un est asséché par le climat, l'autre est bloqué par la guerre. La conséquence est un chaos logistique que nous n'avons pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Les navires s'arrêtent, les ports s'engorgent et les prix des conteneurs explosent. Ce n'est pas une crise lointaine. C'est la raison pour laquelle les rayons se vident et l'inflation repart. Dans ce documentaire, nous allons suivre le trajet d'un conteneur pour comprendre pourquoi il n'arrivera pas à l'heure. Nous allons analyser le coût exorbitant des assurances maritimes et voir pourquoi le modèle du juste à temps, qui a fait la richesse de l'Occident, est devenu notre plus grande faiblesse. Bienvenue dans la crise de l'océan fermé. Chapitre 1. La géographie se venge. Suez et Panama. La crise actuelle repose sur une réalité géographique simple. Le commerce mondial dépend de goulots d'étranglement extrêmement étroits. Le canal de Panama connecte l'Atlantique au Pacifique, et le canal de Suez connecte l'Asie à l'Europe. En temps normal, 30% du trafic mondial de conteneurs passe par ces deux petits canaux. C'est le raccourci qui fait tourner l'économie. Mais aujourd'hui, la géographie se venge. Au Panama, une sécheresse historique a baissé le niveau des eaux du lac Gatun, indispensable au fonctionnement des écluses. Les navires doivent réduire leur cargaison de 40% pour ne pas racler le fond, ou attendre des semaines pour passer. C'est un embouteillage flottant monstrueux. De l'autre côté du monde, en mer Rouge, accès à Suez, l'instabilité géopolitique et les attaques de drones ont transformé une autoroute commerciale en zone de guerre. Les plus grands armateurs du monde, Maersk, MSC, CMA, CGM, ont donné l'ordre à leur flotte de faire demi-tour. Le raccourci est devenu un cul-de-sac. C'est une tempête parfaite. Jamais les deux canaux n'avaient été bloqués en même temps. C'est comme si, soudainement, les deux autoroutes principales entrant dans une capitale étaient fermées. Le trafic ne disparaît pas, il doit trouver un autre chemin, mais il n'y a pas d'autre chemin facile sur une planète recouverte d'eau. Chapitre 2. Le grand détour, le retour de Vasco de Gama. Face à ces blocages, les capitaines n'ont qu'une seule option, revenir aux routes du XIXe siècle. Pour aller de Shanghai à Rotterdam sans passer par Suez, il faut contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Regardez une carte. C'est un détour gigantesque de plus de 6000 km. Ce détour a un coût concret, le temps et le carburant. Un voyage qui prenait 35 jours en prend désormais 45 ou 50. Cela signifie qu'un navire fait moins d'allers-retours par an. Mécaniquement, la capacité mondiale de transport baisse de 20% instantanément. Non pas parce qu'il y a moins de navires, mais parce qu'ils passent leur temps à naviguer plus longtemps en mer. Pour les compagnies maritimes, c'est une explosion des coûts opérationnels. Il faut brûler des milliers de tonnes de fuel supplémentaires pour contourner l'Afrique. De plus, naviguer dans les eaux agitées de l'Atlantique Sud et de l'océan Indien use les navires et les équipages beaucoup plus vite que les eaux calmes de la Méditerranée. Ce grand détour désynchronise toute la machinerie mondiale. Les usines en Europe attendent des pièces qui sont encore au large de l'Afrique du Sud. Les clients attendent des produits finis qui sont retardés de 2 semaines. La prévisibilité, qui est sur la base du commerce moderne, a disparu. On ne sait plus quand la marchandise arrive. Chapitre 3. Le choc de l'assurance. Risque de guerre. Il y a un coût invisible que le grand public ignore souvent. L'assurance maritime. Aucun navire ne quitte le port sans être assuré par les Lloyds de Londres ou d'autres géants. En temps normal, cette assurance est une fraction minime du coût. Aujourd'hui, elle est devenue un fardeau insupportable. Pour traverser une zone considérée comme à risque, comme la mer Rouge actuellement, les assureurs exigent une prime de risque de guerre, War Risk Premium. En 2026, cette prime a été multipliée par 10 ou 20. Pour un seul navire géant transportant 20 000 conteneurs, le surcoût d'assurance peut atteindre plusieurs millions de dollars par voyage. C'est ce coût financier, plus que le danger physique, qui force les navires à se détourner. Même si un capitaine courageux voulait passer par le raccourci, son armateur et son assureur le lui interdiraient, car le calcul économique ne tient plus. Le risque de perdre un navire à 200 millions de dollars et sa cargaison à 1 milliard de dollars est trop élevé. Cette explosion des coûts d'assurance se répercute directement sur le prix du transport, le fret. Le coût pour envoyer un conteneur d'Asie vers l'Europe a triplé en quelques mois. Et comme toujours en économie,
Ce surcoût ne sera pas absorbé par les compagnies maritimes, il sera facturé au client final, vous. Chapitre 4. La crise des boîtes. Dislocation logistique. Le véritable problème invisible de cette crise maritime ne réside pas uniquement dans la vitesse des navires, mais dans la gestion cauchemardesque des conteneurs eux-mêmes. Ces boîtes en métal standardisées qui transportent 90% de notre consommation. C'est ce que les logisticiens appellent la dislocation des équipements. Le monde possède théoriquement assez de conteneurs en nombre absolu, mais ils sont mathématiquement tous au mauvais endroit, au mauvais moment. Lorsqu'un navire doit contourner l'Afrique et met 2 semaines de plus pour atteindre l'Europe, cela signifie mécaniquement que les dizaines de milliers de boîtes qu'il transporte mettent aussi 2 semaines de plus pour être déchargées, vidées et renvoyées vers l'Asie pour être remplies à nouveau. Ce décalage temporel crée un effet domino dévastateur sur les quais des ports asiatiques, où les usines tournent à plein régime et ne trouvent plus de conteneurs vides pour expédier leurs marchandises. Nous voyons des montagnes de produits finis s'empiler dans les entrepôts de Shenzhen ou de Shanghai, attendant désespérément une boîte qui est encore bloquée quelque part au milieu de l'Atlantique ou sur un quai engorgé de Rotterdam. Cette pénurie artificielle de conteneurs déclenche une guerre d'enchères féroce entre les exportateurs, où seuls ceux qui ont les poches les plus profondes peuvent sécuriser un équipement, laissant les PME sur le carreau avec des stocks invendables. La situation est aggravée par le phénomène des blank sailings, traversées annulées. Une stratégie d'urgence utilisée par les compagnies maritimes pour tenter de réguler le flux. Lorsqu'un navire est trop en retard à cause du détour par l'Afrique, la compagnie décide souvent de sauter purement et simplement une escale prévue, par exemple en ne s'arrêtant pas au Havre ou à Valence pour rattraper son horaire. Des milliers de conteneurs destinés à ces ports sont alors déchargés ailleurs ou laissés en attente, créant des ruptures de chaînes d'approvisionnement totalement imprévisibles pour les importateurs qui attendent leurs marchandises à une date précise. Les ports occidentaux, quant à eux, font face à une congestion paradoxale. Ils sont saturés de conteneurs vides qui s'accumulent, car il n'y a pas assez de navires disponibles pour les rapatrier rapidement vers la Chine. Ces piles de boîtes vides occupent un espace précieux sur les terminaux, ralentissant les opérations de manutention et augmentant le temps d'attente pour les camions qui viennent chercher les cargaisons importées. C'est une thrombose logistique complète, où le sang, les marchandises, ne circulent plus, car les artères, les terminaux portuaires, sont bouchés par des caillots de métal inutiles. Le secteur des produits périssables est le plus durement touché par cette dislocation, car les conteneurs réfrigérés, reefers, sont plus rares et plus chers que les conteneurs standards. Avec l'allongement des temps de transit, les fruits, légumes et viandes risquent de pourrir avant même d'arriver à destination, ou nécessitent tellement d'énergie pour rester froids pendant le voyage autour de l'Afrique que leur transport n'est plus rentable. Nous assistons à un gaspillage alimentaire industriel massif, directement lié à l'incapacité de la chaîne logistique à maintenir la chaîne du froid sur des distances aussi longues et imprévues. Cette crise met en lumière une réalité que nous avions oubliée. Le conteneur n'est pas un bien illimité, c'est une ressource rare dont la rotation doit être parfaitement huilée comme une horloge suisse. Il suffit d'un grain de sable dans le canal de Suez ou d'une sécheresse à Panama pour que cette horloge se dérègle, transformant une mécanique de précision en un chaos ingérable. Fabriquer de nouveaux conteneurs ne résout pas le problème immédiat, car ils seront eux aussi bloqués dans les mêmes embouteillages flottants, ajoutant simplement plus de volume à un système déjà saturé. En fin de compte, cette dislocation des équipements agit comme un frein puissant sur le commerce mondial, réduisant physiquement le volume de marchandises qui peut être échangé entre les continents. Ce n'est pas une question de demande des consommateurs ou de capacité de production des usines, c'est une contrainte physique de transport. Le tuyau qui relie l'usine au magasin a rétréci, et peu importe la pression que l'on met à l'entrée, il ne sortira pas plus de marchandises à la sortie, tant que les navires n'auront pas retrouvé leur rythme de croisière normal, ce qui pourrait prendre des années. Chapitre 5. La fin du juste à temps. Le modèle brisé. Cette crise maritime sonne probablement le glas définitif du modèle industriel qui a dominé l'économie mondiale ces 30 dernières années. Le « just in time », juste à temps. Inventé par Toyota et adopté par toutes les multinationales pour maximiser les profits, ce système repose sur l'idée de supprimer les stocks pour ne pas immobiliser de capital inutilement. Dans ce monde idéal, les composants arrivent à l'usine le matin même pour être assemblés l'après-midi, transformant l'océan et les camions en entrepôts roulants. C'était une mécanique d'une efficacité financière redoutable, tant que la planète était stable et que les transports étaient fluides et prévisibles à la minute près. Mais lorsque l'océan ferme ou devient imprévisible comme en 2026, le juste à temps se transforme instantanément en un piège mortel pour les entreprises. Sans stock de sécurité, buffer stock, il suffit qu'un seul navire transportant une pièce critique soit retardé par une tempête au cap de Bonne-Espérance pour que toute une chaîne de montage automobile en Allemagne ou aux États-Unis
soit mise à l'arrêt complet. Nous redécouvrons brutalement que l'efficacité extrême se paie au prix d'une fragilité extrême. Une voiture composée de 30 000 pièces ne peut pas être vendue s'il manque une seule puce électronique à 2 $ bloquée en mer. Les conseils d'administration des plus grandes entreprises mondiales sont en train de basculer dans la panique et changent radicalement de stratégie, passant du just in time au just in case, au cas où. Cette nouvelle approche oblige les industriels à reconstituer des stocks massifs de pièces détachées et de matières premières pour pouvoir tenir plusieurs mois en cas de rupture logistique. Cela implique la construction urgente de millions de mètres carrés d'entrepôts nouveaux et l'immobilisation de milliards de dollars de trésorerie dans des stocks dormants, ce qui pèse lourdement sur la rentabilité et l'efficacité économique globale. Ce changement de paradigme a également des conséquences géopolitiques majeures, accélérant le mouvement de reshoring ou de friendshoring, relocalisation chez des alliés. Les nations occidentales réalisent qu'elles ne peuvent plus faire dépendre leur sécurité nationale ou sanitaire, médicaments, composants de défense, de chaînes logistiques qui traversent des zones de conflit ou des goulots d'étranglement vulnérables. Rapprocher la production des lieux de consommation devient une nécessité de survie, même si cela coûte beaucoup plus cher en main-d'œuvre et en énergie que de produire à l'autre bout du monde. L'interconnexion complexe de l'économie mondiale fait que l'arrêt d'un secteur se propage immédiatement aux autres par effet de contagion. Si les constructeurs automobiles arrêtent leurs usines faute de pièces, ils arrêtent d'acheter de l'acier et du plastique, ce qui met en difficulté les sidérurgistes et les chimistes, qui à leur tour réduisent de leurs commandes de matières premières minières. C'est une onde de choc récessive qui part d'un retard maritime et finit par gripper l'ensemble de la machine économique, prouvant que la synchronisation était le véritable moteur de la croissance mondiale. Le coût psychologique pour les gestionnaires est également immense. La confiance dans le système de transport international est brisée durablement. Même si le canal de Suez rouvrait demain et qu'il pleuvait au Panama, les directeurs des achats n'oseraient plus revenir au modèle précédent, sans garantie absolue. La peur de la pénurie est devenue le nouveau moteur des décisions d'achat, poussant les entreprises à surcommander et à surstocker, bullwhip effect, ce qui aggrave encore plus la congestion des ports et la pénurie de conteneurs dans un cercle vicieux irrationnel. En conclusion de ce chapitre, nous assistons à la fin de l'âge d'or de la mondialisation heureuse, où la distance n'avait plus d'importance et où le transport était considéré comme gratuit et instantané. Le retour de la friction, des délais et de l'incertitude nous oblige à réapprendre à fonctionner avec des stocks, des marges de sécurité et des redondances. C'est une économie moins efficace, plus lourde, plus chère, mais c'est la seule façon de survivre dans un monde où les autoroutes maritimes ne sont plus garanties par la paix et la géographie. Chapitre 6. L'inflation par la mer, le prix à payer. Pourquoi devriez-vous vous soucier personnellement de navires qui font le tour de l'Afrique ou de conteneurs bloqués en Asie ? Parce que l'histoire économique nous enseigne invariablement que la facture finale de la logistique est toujours réglée par le consommateur au bout de la chaîne. Nous entrons dans une phase dangereuse d'inflation par les coûts, cost-push inflation, qui est la plus pernicieuse et la plus difficile à combattre pour les gouvernements. Ce n'est pas une hausse des prix due à une demande excessive des ménages, mais une hausse mécanique due à la raréfaction de l'offre et à l'explosion des coûts de transport intermédiaire. Le mécanisme de transmission est simple mais implacable. Lorsque le coût pour faire venir un conteneur d'Asie passe de 2 000 à 10 000 $, cette augmentation est d'abord absorbée par l'importateur, puis répercutée sur le grossiste, et finit par atterrir sur l'étiquette de prix dans votre supermarché. Cela touche absolument tout. Les chaussures, l'électronique, les meubles, mais aussi le café, les pièces de rechange de votre chaudière et les matériaux de construction. L'océan est le tapis roulant de notre mode de vie, et si le tapis roulant devient plus cher à faire tourner, tout ce qui est posé dessus devient plus cher aussi. Les banques centrales, comme la BCE ou la Fed, se retrouvent totalement impuissantes face à ce type d'inflation structurelle importée. Elles peuvent augmenter les taux d'intérêt autant qu'elles le veulent pour refroidir l'économie, cela ne fera pas pleuvoir sur le canal de Panama, cela n'arrêtera pas les missiles en mer Rouge, et cela ne fera pas avancer les navires plus vite. C'est un choc d'offres exogène contre lequel la politique monétaire traditionnelle est inefficace, laissant les autorités sans solution miracle pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens. De plus, cette inflation maritime a un effet multiplicateur, car elle touche à la fois les produits finis et les matières premières nécessaires pour les fabriquer. Une usine européenne paie plus cher pour importer ses composants à cause du fret, et paie ensuite plus cher pour exporter ses produits finis vers ses clients étrangers. C'est une double peine qui écrase les marges des entreprises et les force à augmenter leur prix de vente de manière agressive pour ne pas faire faillite, alimentant une boucle prix-coût qui s'installe dans la durée. L'impact social de cette crise logistique est profondément inégalitaire, frappant d'abord les petites entreprises et les consommateurs les plus modestes. Les géants comme Amazon ou Walmart
ont la puissance financière pour affréter leurs propres navires privés et contourner les blocages, sécurisant leurs stocks et maintenant leurs prix. Les petits commerçants, eux, dépendent des lignes régulières perturbées et subissent de plein fouet les hausses de tarifs, les poussant à la faillite ou à des hausses de prix insupportables pour leurs clients, accélérant la concentration économique. Nous devons nous préparer à une érosion durable de notre niveau de vie, car les produits importés bon marché qui ont inondé l'Occident depuis 30 ans étaient subventionnés par un transport maritime artificiellement bas. Cette époque est révolue. Le juste prix des choses doit désormais inclure le coût réel d'un transport risqué, long et complexe dans un monde fragmenté. Les produits exotiques ou lointains vont redevenir des luxes, et le panier de la ménage moyen va devoir se simplifier ou se localiser par la force des choses. En conclusion, cette crise des mers est un rappel brutal que l'économie physique a des lois que la finance virtuelle ne peut pas ignorer. Quand les artères du commerce mondial se bouchent, l'organisme économique tout entier s'essouffle. L'océan a longtemps été le régulateur silencieux des prix mondiaux, absorbant l'inflation par son efficacité. Aujourd'hui, il devient le moteur de l'inflation par son dysfonctionnement. Préparez-vous, car la vague de hausse des prix qui arrive maintenant n'est que l'écume de la tempête qui se joue au large. Ce blocage maritime n'est pas un simple retard de livraison, c'est l'amorce d'une inflation durable qui va toucher chaque objet de votre quotidien. Si cette analyse vous a permis de comprendre pourquoi les prix vont augmenter, soutenez ce travail d'investigation avec un like. Abonnez-vous et activez la cloche, car la crise des conteneurs va bientôt percuter un secteur encore plus vital, l'agriculture. Dans la prochaine vidéo, nous dévoilerons la guerre des engrais, qui menace directement le contenu de nos assiettes en 2026. Ne restez pas spectateurs de la fin de la mondialisation heureuse, anticipez les pénuries avant qu'elles n'arrivent. L'information stratégique est la seule ressource qui ne sera jamais bloquée en douane, servez-vous-en. Restez lucides, préparez-vous et à très vite pour la suite.